Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue depuis hier une visite officielle de 48 heures au Qatar. Il a échangé avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Un quatrième point va relier dans les mois à venir la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Les populations déguerpies seront indemnisées. Quel est le sort réservé à chacune d'elles? Nous le saurons dans cette édition. Après notamment les Philippines et Hong Kong ces derniers jours, le super typhon Mangkhut a atteint ce dimanche après-midi la Chine continentale, y faisant ses premières victimes. Bienvenue pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier au Qatar pour une visite officielle de 48 heures. Il répond à l'invitation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani. Les deux chefs d'État ont échangé sur les relations de coopération entre leurs deux pays et les voies et moyens pour les renforcer. Awatouri. Aéroport international Hamad de Doha, ce samedi 15 septembre, arrivée du président de la République Alassane Ouattara au Qatar pour une visite officielle les 16 et 17 septembre. La deuxième, après celle qu'il a effectuée en mai 2013 dans ce pays de la péninsule arabique à l'invitation du père de l'émir qui a abdiqué en sa faveur le 25 juin 2013. La Côte d'Ivoire et le Qatar, il faut le rappeler, sont liés par plusieurs accords de coopération. Les derniers en date, 4 au total, ont été signés lors de la visite de l'émir du Qatar à Abidjan en 2017. Il s'agit du protocole de coopération dans le domaine des sports et 2 mémorandums d'entente entre les deux gouvernements dans le domaine de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'un accord relatif aux services aériens. Les deux chefs d'État, à l'occasion de cette visite officielle, vont donc faire le point sur les relations de coopération entre les deux pays et trouver les voies et moyens pour les renforcer. Autre articulation du séjour du président Alassane Ouattara au Qatar, la visite du musée d'art islamique, du chantier de construction du métro de Doha et la rencontre avec le secteur privé du Qatar. Ce dimanche, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu avec le secteur privé qatari. L'objectif était de présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire et les inciter à saisir les nombreuses opportunités d'investissement dont regorge le pays, notamment dans les secteurs bancaires, financiers, des services et des infrastructures. Nous restons avec Awatouri. La Côte d'Ivoire, porte d'entrée du Qatar en Afrique de l'Ouest, une ambition exprimée par le président de la République Alassane Ouattara lors de la rencontre avec le secteur privé qatari. Une session d'échange en vue de présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire et les inciter à saisir les nombreuses opportunités d'investissement. Je voudrais vous indiquer que la Côte d'Ivoire, pays leader de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, dispose du réseau d'entreprises le plus dense et le plus diversifié de cette zone. À ce jour, la Chambre de commerce et d'industrie compte 22 000 entreprises ressortissantes réparties sur l'ensemble du territoire national. Plus de 2 000 grandes entreprises sont répertoriées en Côte d'Ivoire, dont la majeure partie est inscrite auprès de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. La Chambre de commerce du Qatar encourage les hommes d'affaires des deux pays de renforcer les relations économiques. Nous savons bien que la Côte d'Ivoire dispose de beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités dont les hommes d'affaires qataris peuvent bénéficier, surtout dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un guichet unique qui est le CEPICI, qui est disposé donc à vous informer, à vous assister dans tout le parcours que vous avez en Côte d'Ivoire à faire à partir de l'idée d'investissement que vous avez eue. Et depuis le mois de juillet, son Excellence Monsieur le Président de la République
a érigé un département ministériel qui s'occupe principalement de l'investissement privé. Donc nous sommes à vos dispositions. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux de revenir au Qatar avant d'inviter le secteur privé qatari à considérer la Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, une terre d'opportunités multiples et variées à saisir. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble régional et c'est important de le souligner parce que vous avez le marché ivoirien qui est un marché de 25 millions d'habitants. Nous sommes dans un ensemble monétaire d'abord qui fait 100 millions d'habitants avec les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette union économique et monétaire où le franc CFA, qui est notre monnaie, est arrimé à l'euro, nous avons 36 à 40% selon les années de la production régionale et bien sûr plus d'un tiers des exportations. Ça veut dire l'importance de la locomotive Côte d'Ivoire dans cette union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes également membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO représente près de 350 millions d'habitants. C'est important de le signaler parce que la Côte d'Ivoire peut être une porte d'entrée pour vos investissements, pas seulement dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 100 millions d'habitants, mais également pour la CEDEAO qui fait 350 millions d'habitants. Nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans la transformation de nos matières premières, parce que c'est cette valeur ajoutée qui nous permettra d'avancer encore plus rapidement si nous voulons maintenir un taux de croissance aussi élevé. Organisé par le CEPICI en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, les chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Qatar, ainsi que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, cette rencontre a aussi été l'occasion d'échanges directs entre hommes d'affaires ivoiriens et qataris. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pour sa part quitté Abidjan aujourd'hui à destination de Washington aux États-Unis. Il va prendre part aux journées d'hommage à l'ambassadeur Andrew Young, diplomate afro-américain de renom, grand militant des droits civiques des Noirs aux États-Unis et ancien compagnon de lutte de Martin Luther King. Les journées seront marquées notamment par la cérémonie d'hommage proprement dite dans la soirée du lundi 17 septembre au MGM National Harbor et une visite du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine le mardi 18 septembre. Le vice-président de la République mettra à profit son séjour à Washington pour accorder plusieurs audiences à des investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Il regagnera Abidjan le mercredi 19 septembre prochain. À 86 ans, l'ambassadeur Andrew Young continue de susciter respect et admiration. Qui est-il? Quel est son parcours et que retenir de ses actions? Des réponses avec Michel Digri. Andrew Young reste l'une des grandes figures encore en vie du mouvement de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Collaborateur clé de Martin Luther King, Andrew Young est nommé en 1977 premier ambassadeur afro-américain des États-Unis auprès de l'ONU. Élu maire de Atlanta en 1981, son mandat coïncide avec une récession qui entraîne une réduction des fonds fédéraux pour les villes. Il s'est tourné alors vers les marchés internationaux pour des investissements à Atlanta. Il attire ainsi 1100 nouvelles entreprises pour environ 70 milliards de dollars d'investissement et plus d'1 million de nouveaux emplois créés dans la ville. C'est cette expérience professionnelle et politique qu'il veut partager à travers la création en 2013 d'une fondation qui porte son nom. La fondation Andrew Young soutient et fait la promotion de l'éducation, de la santé, du leadership et des droits humains aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes. L'ambassadeur Andrew Young a une affection toute particulière pour la Côte d'Ivoire et son premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui l'a côtoyé. Le président Félix Houphouët-Boigny était un homme très calme, très fort, un homme dévoué et un homme qui avait une foi véritable en Dieu et en son peuple. Et je pense que c'est son esprit qui a permis à la Côte d'Ivoire
de demeurer forte et en sécurité. La Fondation André Young entend soutenir plusieurs projets en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. Dans les prochains mois, un 4e pont verra le jour ici à Abidjan. Il va relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé, permettant ainsi de régler l'épineuse question des embouteillages. Comment les populations recensées seront indemnisées et quel est le sort réservé à chacune d'elles? Issa Yeo répond à ces interrogations. La commune de Yopougon et d'Atekoubé, bientôt reliées par un 4e pont. Des bornes sont déjà placées tout le long du tracé pour indiquer le passage de cet ouvrage. Les populations recensées depuis 2016 sont sensibilisées. Moussa Maïga est locataire dans une cour commune au quartier rouge, mairie, à Adjamé, depuis une 30aine d'années. Touché par la mesure, il s'inquiète du délai imparti pour se trouver un autre logement. On va chercher une maison, puisqu'ils ont dit que nous, on n'a qu'à chercher la maison. Si on a trouvé la maison, ils vont nous donner l'argent. Ils vont nous dommager. C'est 3 mois, ils ont dit. Il y a d'autres qui ont dit 3 mois, il y a d'autres qui ont dit 4 mois. C'est dans ça, on est dans ça. À Yopougon, quartier Doukouré, nouveau bureau, le stress est le même pour les populations. Personne n'est contre le développement d'un pays. Voilà, donc nous-mêmes, dès que les gens sont venus au quartier Doukouré, on a mis un comité de suivi pour pouvoir aider les agents recenseurs, pour pouvoir faire notre travail. Vaut mieux de quitter dans la précarité que de rester dans la précarité. Habitant le quartier Mosikro, Ousmane Konaté ne cache pas son angoisse quant à un éventuel déguerpissement. S'il donne l'argent, nous sommes livrés à la maison. Il n'a pas cassé nous, mais son site n'a pas donné l'argent. Comme ça, il a parlé de nous. 14 000 personnes sont concernées par le déguerpissement pour la première phase de la construction de ce 4e pont. Sur la base des listes dressées, des discussions à titre individuel se déroulent en ce moment entre les populations à déguerpir et les agents de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, à Yopougon, à Atekoubé et à Djamé. À l'issue des échanges, chacun sera situé sur le montant à percevoir. Cette discussion ne se fait pas sans grief des omis de la liste. Moi-même, mon nom ne me fait pas. Pourtant, j'ai les papiers de AGEROUTE. Les reçus sont là en bonne et due forme. Voilà, ils sont en train d'étudier dans la salle. Donc j'attends qu'est-ce qui va se passer. Ces omissions seront réparées selon les responsables de l'opération. Les personnes qui ne voient pas leur nom, elles font les réclamations et le cabinet qui a effectué le recensement les prend en compte, recherche les dossiers afin de les inscrire sur les listes. En attendant que la question du dédommagement soit réglée, le coordonnateur est sur le terrain pour voir l'avancée des travaux. Il s'agira effectivement de construire des bâtiments pour les logements du personnel chinois qui va arriver et parallèlement construire aussi des bâtiments pour les bureaux de la mission de contrôle, des bureaux pour le maître d'ouvrage, donc l'agence de gestion des routes AGEROUTE, de sorte que sur cette plateforme d'un hectare, tout le monde soit là pour la gestion effective du projet. Le 4e pont sera financé par la Banque africaine de développement BAD et la Côte d'Ivoire. Issa Ouattara, le coordonnateur du projet à l'AGEROUTE, explique comment les opérations de dédommagement vont se dérouler. Cette indemnisation, elle est stratifiée en fonction de la vulnérabilité des populations et en fonction du type d'occupation. Et donc, quand vous regardez, vous allez constater que les montants ne seront pas les mêmes. Ce qu'il faut noter dans ce projet, c'est que l'État a plutôt fait du social. L'État a indiqué que pour les locataires, nous allons payer 4 mois de loyer. À côté de cela, il y a ce que nous appelons les propriétaires. Et les populations qui en fait sont les propriétaires non résidents. On indemnise le terrain si éventuellement le terrain a un titre foncier. On indemnise la personne pour avoir perdu le loyer. Et à côté de ça, on a envoyé des experts évaluer toutes ces maisons-là. Et les montants sont définis. Et c'est ces montants-là que nous payons aux personnes. Il rassure que personne ne sera laissé pour compte. Dans les accords de prêt, il a été clairement indiqué que les personnes doivent être payées, indemnisées d'abord avant qu'elles ne partent.
c'est des personnes qui sont restées là pendant des années et donc, si elles doivent partir, il faut les accompagner. Pour les usagers de la route, ce 4e pont permettra de résoudre l'épineuse question des embouteillages à Yopougon. Chaque fois qu'on vient à Yopougon, c'est vraiment un stress énorme. Parce que ce qui explique qu'il y a autant d'embouteillages, c'est qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Donc franchement, on nous a promis un 4e pont. Je prie que vraiment ce 4e pont arrive parce que vraiment ça va venir nous soulager. La construction du 4e pont va durer 26 mois. Long de 7,2 km, ce pont, dans sa première phase, part d'Adjamé sapeur-pompier à Yopougon-Yaosei, en passant par le quartier Boribana à Atokoubé. Coût de la construction, 140 milliards de francs CFA. Le dédommagement des populations sera de 30 milliards de francs CFA. Parlons emploi jeune avec la tenue les 13 et 14 septembre dernier du 5e sommet des partenaires sociaux autour du thème « Le développement et la surveillance des plans d'action nationaux ». Elle était initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale des employeurs. Cette rencontre visait à définir des stratégies afin d'apporter une réponse à la problématique de l'employabilité à laquelle sont confrontées les économies africaines. Nadia Edja, Cheikh Koni. Durant 2 jours, une quarantaine d'organisations du monde du travail en Afrique a planché sur la question de l'employabilité des jeunes africains. Au titre des décisions de cette rencontre, la mise en œuvre de plans d'action nationaux, la digitalisation des économies africaines et l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la technologie. L'Organisation internationale des employeurs, OIE, a rappelé le rôle prépondérant de ses membres dans l'application de ces résolutions. Nous devons travailler sur des plans d'action efficaces pour faire la différence et renforcer notre rôle en tant qu'acteur du secteur privé. Pas seulement pour développer des entreprises, mais aussi pour créer des emplois. Hôte de cette rencontre, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, a rappelé sa volonté de promouvoir l'emploi des jeunes pour une économie dynamique. L'emploi reste avant tout un problème économique. En accueillant le présent sommet, la CEGC marque son engagement en faveur des politiques économiques qui non seulement créent la croissance, mais aussi des emplois décents en quantité suffisante pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon les statistiques concernant le continent africain, 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque mois. La population active s'accroît de 18 millions par an et 80% des emplois sur le continent sont dans l'informel. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à faire de l'emploi des jeunes une priorité. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Malgré ces résultats obtenus, l'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dès lors, vous comprendrez notre intérêt à être associé à ces travaux en vue de trouver des réponses pragmatiques et des solutions concrètes afin de construire un avenir décent pour la jeunesse de notre pays et lui donner un motif d'espoir. À ce jour, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes à travers la création de l'agence Emploi Jeunes. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité, c'est le thème retenu pour l'année scolaire 2018-2019. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, insiste sur une formation de qualité dans un environnement apaisé. Elle était l'invitée du magazine de ce dimanche. Voici un extrait de son entretien avec Hamza Diaby. La gestion académique et pédagogique revient à l'État, revient au ministère. Mais la gestion sociale d'un établissement revient aux parents parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Et d'ailleurs, de plus en plus, les partenaires exigent vraiment une gestion communautaire de l'école. C'est-à-dire l'État construit, l'État équipe, mais on implique la communauté dans la gestion de l'école. À quoi servent ce qu'on appelle les frais annexes? D'abord, il faut savoir que c'est quelque chose de légal parce que la possibilité est donnée au comité de gestion de lever des cotisations à hauteur de 3 000 francs maximum par an. Et cela doit être fractionné. Et donc, ces fonds permettent d'abord, d'assurer l'entretien des écoles, le gardiennage de l'école
et puis aussi de faire certaines réparations légères. Il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'établissements qui ont été construits sans latrine, sans point d'eau, non électrifiés. L'État essaie de faire ce qu'il peut, mais parfois les parents eux-mêmes, pour le confort de leurs enfants, pour permettre à leurs enfants d'étudier dans un cadre adéquat, les parents eux-mêmes se cotisent et effectivement font face à ces difficultés. Je suis souvent surprise d'entendre des parents dire que nous ne sommes pas d'accord avec les frais annexes. Ce n'est pas le ministère qui fixe les frais annexes. C'est le comité de gestion. Oui, mais pas seulement les membres du bureau du comité de gestion. Avec l'ensemble des parents. Avec l'ensemble des parents. Il faudra aussi que quand les parents sont convoqués à une assemblée générale, qu'ils y aillent. L'école est totalement gratuite au niveau du primaire et c'est une décision qui a été prise par le chef de l'État pour que les coûts de scolarisation ne soient pas un frein à l'éducation des enfants et à leur formation. Et je dis bien, cela est totalement gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription au niveau du primaire. Les kits scolaires sont offerts aux plus de 4 millions d'élèves de Côte d'Ivoire, ainsi que les manuels scolaires. Donc, il n'y a pas de frais du tout. L'Agence foncière rurale a investi plus de 100 millions de francs CFA pour équiper 36 départements et 6 régions du pays à travers le programme d'appui au foncier rural. Une action pour renforcer son opérationnalité sur le terrain et s'assurer que l'enregistrement des données et les informations foncières sont fiables. Noël Nyanyou. Des kits informatiques, 42 pour le Centre d'information foncière, 2 pour les directions départementales de l'agriculture et du développement rural de Saint-Fra et Kwasi-Kwasiko. 108 kits d'équipements divers, 17 GPS, 17 tablettes, 27 motos. Tous destinés aux directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et du développement rural de 36 départements de 6 régions. Coût de cet investissement réalisé avec le soutien du programme d'appui au foncier rural, plus de 100 millions de francs CFA. Ces équipements vont concourir, entre autres, à renforcer l'opérationnalité de l'agence foncière rurale sur le terrain, s'assurer que l'enregistrement des données et des informations foncières sont fiables en amont, enfin permettre aux agents fonciers de mettre en pratique leurs connaissances acquises après leur formation sur le système d'information foncière. Voilà qui explique la reconnaissance des bénéficiaires lors de la remise de ces équipements. La question foncière est à la fois sensible et complexe. Notre mission sur le terrain est certes de sécuriser les terres, mais aussi de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, d'apporter une paix durable dans nos communautés et surtout d'éviter de laisser en héritage des palabres aux générations futures. Le directeur général de la FOR, tout en prenant acte de cet engagement, a souligné et salué la volonté politique du gouvernement à résoudre cette épineuse équation du foncier rural dont la résolution va impacter sérieusement la cohésion sociale. Donc, des moyens de la logistique, parce que cette vision ne peut être mise en musique si d'aventure elle n'était pas accompagnée par des moyens conséquents. Nous sommes très heureux que nous soyons en train de répondre aux attentes du président de la République, du gouvernement et même des bailleurs de fonds qui avaient cru à ce moment que la Côte d'Ivoire ne peut pas répondre aux critères, aux indicateurs fixés par l'Union européenne. Pour l'heure, on dénombre plus de 400 certificats fonciers ruraux disponibles depuis l'installation et l'opérationnalisation de l'agence foncière en juillet dernier. En 2013, les autorités brésiliennes avaient bloqué l'importation du cacao en provenance de la Côte d'Ivoire. Mais depuis juillet dernier, le cacao ivoirien est de nouveau dans les ports du Brésil. Les premières importations ont eu lieu et les industriels brésiliens du cacao veulent importer à partir de San Pedro 60 000 tonnes de cacao d'ici au mois de décembre prochain. Une délégation d'industriels du cacao et du chocolat est allée échanger avec les responsables du premier port d'exportation du cacao au monde. Sam Conan. Des industriels brésiliens du cacao et du chocolat au port autonome de San Pedro. Une image qui en dit long, puisqu'il y a 6 ans, le Brésil avait cessé d'importer du cacao venant de la Côte d'Ivoire. Cette visite obéit donc à la levée du blocage des exportations du cacao ivoirien à destination des ports brésiliens. Un premier bateau chargé de cacao est parti en juillet dernier et 60 000 tonnes de fèves de cacao sont annoncées avant la fin de l'année
à partir du premier port exportateur de cacao au monde. A gente está muito contente de estar aqui. L'objet de la visite ici, c'est pour venir remercier le gouvernement ivoirien pour l'effort qu'ils ont consenti auprès des autorités brésiliennes aussi pour la reprise de cette activité. C'est le plus grand pays producteur mondial de meilleure qualité de cacao. Et si ils n'arrivent pas à importer le cacao de meilleure qualité, des plus grands producteurs, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint leur niveau de broyage et d'importation. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus remercier et profiter pour visiter les installations du plus grand port au monde exportateur de cacao. Il y a 2 cargaisons qui partent jusqu'à la fin de l'année. Le Brésil, avec ses 214 millions d'habitants, veut se positionner comme un partenaire commercial et technique dans le trafic du cacao ivoirien. Et le port autonome de San Pedro, qui représente 53% des exportations nationales de cacao, entend saisir cette opportunité. Surtout que seulement 25 à 30% des exportations de cacao sont destinées aux Amériques. Heureux de cette visite, les responsables du port autonome de San Pedro ont offert des souvenirs à leurs nouveaux partenaires. Direction Zieunula, où des habitations de plusieurs quartiers sont inondées depuis quelques jours par le fleuve Bandama qui est sorti de son lit. Plus de 300 familles sont sinistrées selon les autorités municipales. Une cellule de crise a été mise sur pied pour leur apporter des vivres et non-vivres. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais l'inondation a causé d'importants dégâts matériels. Ngana Konate. J'ai perdu tout. Actuellement, vous avez laissé tout ce qu'il y a dans la maison là-bas. Je suis assis ici. Tout ça à cause de l'eau. À cause des bandements de jeunes là. Il faut regarder comment je suis assis. Des maisons sous les eaux avec son corollaire de dégâts matériels. Le spectacle est désagréable. Le fleuve Bandama, qui est sorti de son lit, a plongé la population dans une angoisse totale. Depuis 4 jours, l'eau a commencé à venir. Tu vois, les gens ils sont sur l'eau. Quand tu vas aller dessus, l'eau va te prendre. C'est pourquoi, vraiment, on est sorti. Vraiment, on ne sait pas où aller. Tout le quartier. Voici ma maison qui est là. On n'a pas pu sauver tous nos trucs. Nous sommes déjà ici. C'est tout le quartier même qui est envahi. On ne sait pas où aller. Vraiment, on demande de l'aide aux autorités. C'est la maison qui est là. L'eau a envahi la cour. Ça a pris la porte même. C'est un peu, ça va toucher le plafond. Surpris par la montée des eaux, certains n'ont même pas eu le temps de récupérer leurs effets personnels. J'étais à Abidjan, mon mari m'a appelé que l'eau venait. J'ai dit il n'a qu'à faire sortir mes affaires. Il n'a pas pu sortir. Il y a des choses qui sont dedans. J'ai perdu toutes mes choses dedans. Voici ma cour qui est là. C'est ici nous dormons. On a des trucs nécessaires dedans là-bas même. On n'a pas pu évacuer tout. D'autres sont restés dedans là-bas. Donc c'est ici on prépare, c'est ici on fait tout. Voici ma natte sur laquelle on dort. Dans le quartier Sokura Dangbe, l'eau a délogé les habitants. Certains ont abandonné leur maison pour trouver refuge chez les voisins et d'autres au foyer polyvalent. Présentement, je dors en haut là-bas. Je suis debout le matin, on est là. Bon, moi je ne sais pas où je vais partir. L'axe Zieunula d'Aloa n'a pas été épargné. L'eau a carrément coupé la voie, obligeant les populations à solliciter l'aide des piroguiers. Par jour, on peut traverser peut-être 100 personnes, centaines de personnes. Souvent, ça dépasse. Même les villages qui sont derrière le pont sont inondés. Nous avons Poizra, Gouéra, les gens ne peuvent plus aller là-bas, ni Sukuvoa ne peut plus se déplacer. Que la mairie ne peut pas couvrir cette catastrophe-là qui dépasse même notre entendement. Face à cette situation, une cellule de crise a été mise en place par les autorités pour apporter des vivres et non-vivres aux sinistrés. Le président Charles Dibi nous a envoyé expressément pour donner des vivres et des non-vivres afin de soutenir les populations sinistrées. Aucune perte en vie humaine, mais cette montée des eaux du fleuve Bandama a causé d'importants dégâts matériels et surtout la désolation chez les habitants. Place à présent aux faits qui ont marqué le monde au cours de la semaine. Le 7 sur 7 est proposé ce soir par Olivier Iriebi et Gabriel Zani.
Washington menace de sanctionner les juges et procureurs de la Cour pénale internationale CPI s'ils s'en prennent aux Américains et pays alliés. Dans une déclaration faite le lundi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a annoncé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre les juges de la CPI s'ils se rendaient aux États-Unis pour enquête contre les soldats américains. Incarcéré pour corruption et déclaré inéligible d'un scrutin dont il est prétendu favori, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a renoncé mardi à sa candidature pour la prochaine présidentielle dans le pays. Il a passé le témoin à son colistier Fernando Haddad. Il purge depuis avril 2018 une peine de 12 ans pour corruption massive et blanchiment d'argent. Des ténors de l'opposition de la RDC dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi et Adolphe Muzito réunis mercredi à Bruxelles en Belgique pour dénoncer le processus électoral. L'opposition pose des conditions pour participer au scrutin du 23 décembre prochain. Elle exige le retrait de la machine à voter ainsi que celui des 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale du fichier électoral, faute de quoi pour elle le gouvernement serait tenu responsable des dérives. Décédé le 18 août à l'âge de 80 ans à Genève en Suisse des suites d'une brève maladie, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a été inhumé jeudi dans le cimetière militaire d'Accra, la capitale de son pays natal, le Ghana. L'illustre disparu a eu droit à une cérémonie d'hommage tenue en présence de plusieurs chefs d'État. Kofi Annan a dirigé l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Il fut également lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. L'ouragan Florence a atteint vendredi les côtes de la Caroline au nord-est des États-Unis. Bien que rétrogradée en catégorie 1, la tempête représente toujours un danger pour les habitants du fait des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations et des coupures d'électricité. Le bilan fait état de 13 morts et des milliers de déplacés. Des milliers de Maliens ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition pour dénoncer la fraude qui, selon elle, a permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis la confirmation le 20 août dernier de la victoire du président malien par la Cour constitutionnelle, l'opposition conduite par Soumaïla Cissé continue de protester. Les mouvements de soutien au président IBK avec à leur tête Aboubakar Sidibé multiplient les appels au calme. Le typhon Mangkhut a sémé ce dimanche le chaos à Hong Kong, faisant trembler ses gratte-ciel après avoir frappé le nord des Philippines où il a fait plusieurs victimes. La tempête tropicale, considérée comme la plus puissante depuis le début de l'année, a ravagé des zones agricoles du nord de l'île de Luçon, la plus grande de l'archipel philippin, provoquant inondations et glissements de terrain. Après le passage du typhon aux Philippines, le bilan fait état de plus de 64 morts. Dans la ville de Hong Kong, l'on enregistre au moins 2 morts et de nombreux blessés. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.